Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux éphémérides du ciel en ce mois de septembre. Alors dans cette émission, nous parlerons notamment dans les événements célestes de pluies d'étoiles filantes, de l'opposition de Neptune et de l'équinoxe d'automne. Ensuite, nous verrons les éphémérides des corps principaux du système solaire. Et enfin, nous explorerons le ciel profond et partirons ce mois-ci vers la nébuleuse de Léis. Alors, notre première rubrique qui traite habituellement d'une mission spatiale va être remplacée puisque ce mois-ci, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir un nouvel invité, Pascal. Alors, je te remercie déjà d'être présent et puis nous te souhaitons la bienvenue. C'est ça, la bienvenue, Pascal. Merci Mathieu, merci Nathan. Voilà, donc pour commencer, je vais te poser quelques questions. Alors, je ne cache pas à ceux qui nous écoutent qu'on se connaît un petit peu. Déjà, donc je vais te tutoyer. Alors déjà, première question. Qu'est-ce qui t'a amené à te passionner pour l'astronomie ? Tu sais, déjà comme tous les enfants, pendant les périodes estivales, sous un ciel bien dégagé, c'est vraiment très plaisant d'observer le ciel, tous les joyaux que l'on peut voir, notamment les étoiles filantes, des comètes, même des satellites. Et tout cela à l'œil nu. Alors imagine la joie que j'ai eue quand j'ai eu ma première paire de jumelles. Et je me suis régalé. Et puis effectivement, ayant un peu un esprit très curieux, un esprit aventurier, l'astronomie pour moi était évident. D'accord. En quelques mots, est-ce que tu pourrais nous décrire ton ressenti face à ce ciel étoilé ? Comme tu le sais, nous ne sommes qu'un atome dans l'univers, un atome de poussière, et je ne parle pas même des êtres humains. La Terre elle-même correspond en fait à un atome de poussière dans l'univers. Alors cela nous inspire bien évidemment une grande humilité. Les autres intérêts, c'est surtout de pouvoir observer et surtout avoir une source inépuisable d'études d'observation, de fascination, et la fascination à la fois scientifique pour la curiosité intellectuelle, mais aussi spirituelle quelque part, parce qu'elle nous interroge beaucoup. Exact. Sinon, est-ce que tu as d'autres passions à côté ? Tu sais que je m'intéresse à beaucoup de choses. Quand nous sommes curieux de la nature, nous sommes curieux en fait de beaucoup de choses. Alors, tu en connais quelques-uns, tu sais que j'aime la musique, j'aime la pêche également, j'aime le bateau, donc j'aime la guitare. Il y a tellement de choses que j'aime, mais certainement que j'en oublie. Voilà. C'est vrai, il y en a beaucoup. Sinon, Mathieu, je me tourne vers toi. J'ai une question. Depuis combien de temps tu fais de l'astronomie amateur ? Alors moi en fait depuis tout petit je suis passionné par le ciel. Pareil, en feuilletant dans des livres, en me posant beaucoup de questions, en apprenant par le biais de publications, j'ai un petit peu planché sur tout ce qui était théorique, donc du ciel, de l'astronomie. Après, en ce qui concerne mon entrée dans l'astronomie amateur, donc dans la pratique de l'astronomie, c'est venu j'ai commencé il y a à peu près une dizaine d'années, donc j'ai fait mon premier baptême avec une petite lunette astronomique. À ce moment-là, je connaissais pratiquement pas le ciel. Pour me repérer dans le ciel, c'était un petit peu compliqué. Les constellations, les étoiles, les planètes, il a fallu que je commence par me repérer un petit peu. Ça a mis un petit peu de temps, et puis il y a environ 3 ans et demi, 4 ans, je me suis vraiment investi un peu plus profondément dans l'astronomie amateur. Et maintenant, je connais beaucoup mieux le ciel qu'il y a 10 ans de ça. D'accord. Alors, Pascal, je vais juste te poser une dernière question. Parce que c'est vrai que tu t'intéresses depuis tout petit, on est impressionné par le ciel. Mais depuis quand vraiment tu t'intéresses à l'astronomie ? En fait, c'est un petit peu à cause de Mathieu. Mathieu m'a donné un petit peu le virus parce que quand on se voyait régulièrement, il ne parlait que d'astronomie. Alors forcément, je ne connaissais pas grand-chose. Et puis petit à petit, Mathieu a été extrêmement patient d'ailleurs avec moi.
Quand je me trompais, il ne me le disait pas, mais au contraire, avec bienveillance, il me donnait en fait la rectification. Et effectivement, c'est surtout grâce à lui, en fait, on a commencé à parler de télescope. Alors, au départ, je ne savais pas la différence entre une lunette astronomique et un télescope. Et c'est lui, en fait, qui m'a aiguillé, qui m'a donné de très très bons conseils. Merci pour l'honneur, je ne mérite pas tant. Bah, quand même, hein. Et si vous me permettez, je voudrais juste citer une citation de Blaise Pascal. Pascal qui disait, et c'est d'autant plus vrai quand on observe la voûte céleste, il disait « Qu'est-ce que l'homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. » Et je pense qu'effectivement, on peut résumer ma passion pour l'astronomie par ces quelques pensées. D'accord, merci. Merci beaucoup Pascal de t'être prêté à cette interview. Alors, en raison du manque de temps, bon, je ne pourrai peut-être pas participer à la suite de cette émission, mais on va sûrement se retrouver le mois prochain pour de nouveaux éphémérides. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent, en tout cas pour cet début d'émission. Avec plaisir, merci. Maintenant, continuons avec les événements principaux de ce mois à ne pas manquer. Et nous avons tout d'abord le 1er septembre, la pluie d'étoiles filantes Alpha Aurigide. Alors Mathieu, à quelle activité on peut s'attendre ? Donc là, c'est une pluie qui est associée à la comète C1911 N1 qui a une période orbitale d'environ 2000 ans. Et on s'attend pour cette pluie du 1er septembre à un taux horaire zénital moyen de 6. C'est-à-dire qu'on aura 6 météores par heure environ qui vont passer dans le ciel à ce moment-là. Maintenant, bon, ça reste une moyenne et c'est à la condition qu'on regarde que la pluie d'étoiles filantes est pour radian le zénith. Donc là, ça va pas être le cas, on le verra après. Le radian, en réalité, c'est la constellation du Cocher. Le Cocher, qui est représenté par l'étoile Capella, qui est très brillante, puisque je crois que c'est la 6e étoile la plus brillante du ciel, donc elle est quand même très facilement repérable. Capella, on ne peut pas la louper. Donc on regarde pas loin à côté, enfin dans les environs, et on trouve le radian des Alpha Aurigides. Alors les Alpha Aurigides sont actifs du 25 août au 8 septembre. Donc là encore, si on loupe le premier, on a un petit peu de marge pour en observer quelques autres. Et par contre, le petit bémol, c'est que ces étoiles filantes ont une vitesse de 66 km par seconde, ce qui est très rapide pour des étoiles filantes. Donc le spectacle sera un peu moins facile à apprécier du fait de cette rapidité. Quelles seront les conditions d'observation ? Alors elles seront très bonnes, même excellentes, puisque la Lune sera quasiment nouvelle. Donc ça veut dire qu'on ne va pas du tout être gêné par la pollution lumineuse de la Lune. Maintenant, où est-ce qu'on va regarder précisément ? Alors, et quand ? On peut commencer à partir de 3h30 du matin, un peu au-dessus de l'horizon nord-est, et jusqu'à 6h du matin en heure locale. Et là, Capella se sera un peu rapproché du zénith, pas tout à fait, mais pas loin. Et donc, le radian va suivre, et les Alpha Aurigides seront plus facilement appréciables en toute fin de nuit, en fait. D'accord. Le 2, nous avons la conjonction entre Mars et le Soleil. Donc, comme nous allons le voir, Mars sera inobservable. Le 4, c'est la conjonction supérieure de Mercure avec le Soleil. Là, pareil, Mercure sera inobservable. Le 9, c'est le maximum d'activité de l'essaim météoritique des Perséides de septembre. Alors, là, à quelle activité on peut s'attendre ? Donc là, le taux horaire zénital moyen, il est de 5. Alors, ce sont des météores qui restent encore très rapides, puisque on a une vitesse moyenne à peu près de 64 km/s par individu, donc c'est quand même très élevé. Là encore, le spectacle sera un petit peu moins facile à apprécier du fait de cette rapidité.
Disons on apercevra peut-être un éclat de lumière, mais le temps qu'on portera le regard en direction de cette lumière, l'étoile filante aura peut-être déjà disparu. Donc il faut savoir exactement où regarder. Alors justement, le radiant de cet essaim, il est dans la constellation de Persée. Persée, c'est pas très loin du Cocher dont on a parlé tout à l'heure pour les Alpha Origines. Et le Cocher, eh bien, c'est l'étoile Capella qui domine sur cette constellation-là. Donc là encore, repérer Capella. Et puis le radiant n'est pas très loin pour cet essaim des Perséides de septembre. C'est un essaim qui est actif du 4 au 17 septembre. Donc voilà, on a encore de la marge là encore. Quelles seront ici les conditions d'observation? Donc c'est un peu pareil que les Alpha Origines, c'est plutôt à observer entre 3 et 6 heures du matin en heure locale, hein, je précise. Au-dessus du nord-est, vers le milieu de nuit, et puis pas très loin du zénith en toute fin de nuit quand le radiant s'est bien élevé dans le ciel. Sachant que je précise en passant que on sera le 9 septembre, hein, 3 jours après le premier quartier de lune. Donc c'est inutile de dire que là encore, la lune ne sera pas gênante, tout au moins le matin, puisqu'elle ne sera observable, enfin la lune ne sera présente dans le ciel qu'en première partie de nuit. Maintenant, si je veux capturer une étoile filante avec mon appareil photo, comment est-ce que je peux m'y prendre? Le mieux c'est d'utiliser un APN réflexe si possible, quoique avec un appareil photo compact c'est aussi possible, un petit peu plus dur à faire, mais enfin c'est faisable également. Alors on pose tout le matériel photographique sur un trépied, bien évidemment. On utilise la plus petite focale possible pour avoir un grand champ. On va régler l'ouverture au maximum. On va privilégier une sensibilité entre 1600 et 3200 ISO. Le temps de pause, 15 à 30 secondes. Hein. En fait, on est à peu près sur de la photographie de ciel nocturne, hein, de toute façon. Donc, ce sont des paramètres de photographie de ciel nocturne. Pour la mise au point, il vaut mieux la faire en mode manuel, sur une étoile brillante. Ça sera beaucoup plus précis que si on utilise un autofocus. Maintenant, inutile de rappeler que là encore, il faut s'éloigner de toute pollution lumineuse pour arriver à en capturer un maximum possible. Pour l'esthétique, pourquoi pas trouver un paysage d'avant-plan. Et ensuite, dernier petit conseil que je donnerais, multiplier le nombre de prises de vue et persévérer parce qu'effectivement, une étoile filante, surtout les Perséides de septembre, hein, c'est 6 par heure, mais ça c'est vraiment au maximum pour jusqu'aux étoiles filantes les plus faibles. Donc on n'en aura pas toutes les minutes, donc là encore, voilà, être très persévérant, et puis avoir un coup de chance. Exactement. Le 10, c'est un événement important, c'est l'opposition de Neptune avec le Soleil. Alors déjà, comment peut-on trouver Neptune dans le ciel? Alors, Neptune, en fait, elle se situe dans la constellation du Verseau, au-dessus de l'horizon sud, en plein milieu de nuit. Maintenant, si on veut une carte du ciel plus précise, si on veut la trouver plus précisément, il vaut mieux utiliser une carte du ciel qui soit quand même très détaillée pour ça. Il y a des cartes du ciel papier, il y a aussi des cartes du ciel numériques, telles que le logiciel Stellarium sur l'ordinateur. Et sinon, quelles seront les conditions d'observation? Alors, au niveau des conditions d'observation, seront plutôt bonnes en fait, parce que Neptune elle est relativement haute sur l'horizon sud, elle n'est pas dans des constellations qui sont trop basses, donc elle est appréciable. Une chose que je note en passant, c'est qu'en fait, moi j'ai eu l'occasion de fouiller un petit peu sur des forums de discussion sur Internet, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a de nombreux amateurs débutants qui posaient finalement la question comment identifier clairement Neptune parmi d'autres étoiles, parce que c'est quand même pas si simple que ça à observer. Et ils disaient, mais est-ce que je peux observer avec tel télescope? À quoi est-ce que je peux m'attendre à observer? Finalement, et certains avaient répondu que Neptune, c'est un peu comme Uranus, en fait. Celui qui a déjà observé Uranus, il doit s'attendre à voir Neptune de la même façon. Mais en fait, c'est pas si vrai que ça. Il faut savoir que Neptune, elle est quand même beaucoup plus difficile à observer qu'Uranus. En termes de luminosité,
Neptune, c'est 6 fois moins qu'Uranus. Rien que ça. Uranus, elle est à la limite visible à l'œil nu, mais Neptune, il va quand même falloir une paire de jumelles à partir de 50 mm d'objectif pour pouvoir commencer à la voir apparaître. Et encore, c'est une étoile très faible. Alors après, au niveau de ce qui est son diamètre apparent, parce que Uranus, son diamètre apparent, il est assez facile d'accès. Si on prend une petite lunette astronomique de 70-80 mm, Uranus, on pousse le grossissement à 70-80 fois, on va déjà arriver à voir sans difficulté et confortablement le disque d'Uranus. Mais Neptune, c'est complètement différent. Alors, c'est vrai que dans la théorie, son diamètre apparent, il est perceptible avec une lunette de 60 mm, puisque une lunette de 60 mm a une résolution de 2 secondes d'arc. Et le diamètre apparent de Neptune est un peu supérieur à 2 secondes d'arc. Mais dans la pratique, et dans la plupart des conditions d'observation, rien n'apparaît avant une lunette de 120 mm minimum. Voilà. Et Uranus, elle est déjà confortable avec ce genre de diamètre-là. Mais jusqu'à ce diamètre-là, donc 120 mm, Neptune, de toute façon, elle reste d'aspect stellaire et très faible. Après, avec un diamètre de 150 à 200 mm d'ouverture, donc son disque planétaire commence à apparaître, mais là encore, il faut un bon ciel, qu'on soit également proche de l'opposition de Neptune, que l'œil soit bien exercé, que l'optique de l'instrument qu'on utilise soit irréprochable, et en plus de tout ça, il faut pousser le grossissement à 200 fois minimum pour pouvoir l'apercevoir. Mais comme je le disais, elle va rester minuscule et très sombre. Éventuellement, au niveau de sa couleur, si on se pose la question, elle est de couleur bleuâtre. Voilà. Sachant qu'Uranus, en fait, voilà, avec un télescope moyen, 150 mm, 200 mm, à 70-80 fois, on voit déjà son disque et il est assez brillant. Alors on ne verra rien de plus sur Neptune en observation visuelle avec de plus gros télescopes. Et en ce qui concerne ses lunes, alors il y a Triton qui est la plus grosse. Elle devient observable, mais qu'à partir de télescopes de 250 à 300 mm d'ouverture. Et quant aux autres lunes de Neptune, eh bien, elles sont trop faibles pour être observées dans n'importe quel télescope amateur, sauf éventuellement si on fait de la photo. Voilà, justement, alors c'est vrai que ce n'est pas facile à trouver, mais quand on l'a trouvée, ce qu'on aimerait faire, c'est la photographier. Alors est-ce qu'il serait possible de le faire ? Oui, tout à fait. Alors on peut faire de la photo avec un réflexe sur trépied, ni plus ni moins. C'est tout simple à faire et c'est faisable. Alors il faut choisir une nuit noire et dégagée, bien entendu. Pousser son ouverture de l'appareil au maximum, avoir une sensibilité d'environ 1600 ISO, une obturation de 10 à 20 secondes et un objectif de 50 mm d'ouverture. Et là, c'est suffisant. Après, sur le cliché, c'est vrai que la planète va apparaître extrêmement petite, très faible, donc peut-être, pourquoi pas, s'aider d'une carte céleste détaillée à côté pour essayer de la distinguer d'autres étoiles sur l'image finale. Mais elle va être déjà visible de toute façon avec un simple appareil photo. Maintenant, si on fait de la photo au télescope, il faut... alors, on peut se lancer le défi d'imager des détails à la surface de Neptune. Quand on parle de détails, on parle de vastes structures nuageuses brillantes qui apparaissent périodiquement dans l'atmosphère de Neptune et qui sont en fait des tempêtes orageuses violentes. Alors c'est faisable de les photographier, mais il faut un télescope d'au moins 300-350 mm, et puis soit un filtre rouge, soit un filtre infrarouge, puisque c'est dans ces longueurs d'onde que ces détails brillants à la surface de Neptune seront les plus contrastés et les mieux visibles sur l'image finale. Voilà, donc ce n'est peut-être pas dû à tout le monde de pouvoir faire de la photographie, mais c'est quand même intéressant de pouvoir l'observer. Ensuite, le 23 septembre, c'est l'équinoxe d'automne à 9h50 en heure locale française. Nous pouvons passer maintenant aux éphémérides des corps principaux du système solaire. Et donc tout d'abord, nous allons commencer par l'activité du Soleil. Alors, est-ce que, Mathieu, le Soleil était plus actif au mois d'août ? Parce que contrairement au mois de juillet, où là, on le rappelle, il n'avait pas été... l'activité a été très calme.
Oui, effectivement, en fait, c'est à peu près la même chose, hein. Août et juillet se ressemblent, les mois se suivent et se ressemblent en ce moment sur le Soleil. Bon, il y a eu quand même un tout petit peu d'activité, hein. Le Soleil, il est en permanence actif de toute façon. Le 5, par exemple, le champ magnétique terrestre a été frappé par une rafale de particules solaires énergétiques avec une pointe à 685 km/s, ce qui a provoqué une tempête géomagnétique de classe G1, c'est-à-dire une classe mineure, hein, et des aurores boréales qui ont été observables jusque dans certains États du nord des États-Unis. D'ailleurs, quelques-unes ont aussi été observées en Nouvelle-Zélande. Le 6, on a une micro-tache qui a fait son apparition, très brève d'ailleurs, AR 2745, en plein centre du disque solaire. Elle ferait, semble-t-il, partie du cycle 24 actuellement en décomposition. Le 9, encore des aurores, sur Terre, hein, pas sur le Soleil, qui ont été causées par un vent solaire à 645 km/s, sachant que la moyenne du vent solaire, c'est 300-400 km/s. Donc là, on est quand même 2 fois plus élevé que la moyenne. Le 13 août, le satellite spatial SOHO a repéré une CME, c'est une violente explosion de matière à la surface du Soleil, qui a été éjectée dans l'espace, dans une direction éloignée de notre planète, donc la Terre n'a pas été touchée. Aucune tâche n'en est à l'origine, puisque de toute façon le Soleil n'en possédait pas à ce moment-là. On n'a plus rien à signaler jusqu'au 28 août, parmi les événements exceptionnels. Actuellement, il y a 2 trous coronaux de passage sur le Soleil qui crachent des particules très énergétiques. L'un qui est déjà passé face à nous doit apporter un courant de vent solaire à 500 km/s chez nous le 28 août. Et sinon, on attend entre le 1er et le 2 septembre un regain d'activité du vent solaire à 650 km/s qui doit être apporté par le second trou coronal. Alors peut-être du grabuge à prévoir, c'est à surveiller. Maintenant, nous pouvons passer aux éphémérides de la Lune. Donc, le 6 à 3h11, c'est le premier quartier. Le 13 à 13h32, la Lune est à l'apogée. Le 14 à 4h34, c'est la pleine Lune. Le 22 à 2h42, le dernier quartier de la Lune est observable. Le 28 à 2h27, la Lune est au périgée. Et le même jour, à 18h27, eh bien, c'est la nouvelle Lune. Pour ce qui est des planètes, alors Mercure sera inobservable à la première quinzaine du mois. Et en fin de mois, elle sera difficilement visible au coucher du Soleil. Vénus sera difficilement visible au coucher du Soleil. Mars sera inobservable en début de mois, mais visible peu avant le lever du Soleil en fin de mois. Cérès sera observable en début de nuit, Pallas observable en première partie de nuit. Pour ce qui est de Junon, elle sera inobservable en début de mois, et en fin de mois, eh bien, on pourra l'observer 1 heure et demie avant le lever du Soleil. Vesta sera observable une grande partie de la nuit, Jupiter pourra être observable en première partie de nuit, Saturne, pareillement, pourra être observable en première partie de nuit, Uranus sera observable pratiquement toute la nuit. Neptune observable aussi toute la nuit. Et enfin Pluton qui sera observable en première partie de nuit. Nous pouvons donc terminer cette émission par l'exploration du ciel profond. Et là nous partons direction la nébuleuse de l'Hélice. Voilà, NGC 7293 qui se situe dans la constellation officiellement du Verseau, mais qui en réalité se trouve quelque part entre le Verseau et le Poisson austral. Alors il s'agit d'une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire d'une bulle de gaz qui a été éjectée par une étoile d'environ la masse du Soleil qui arrivait en fin de vie. Elle a une magnitude de 6,3 et elle a une taille apparente visuelle de 25 minutes d'arc, c'est à peu près la moitié de la taille apparente de la pleine Lune dans le ciel. Alors elle ressemble de premier abord à M57, la nébuleuse de l'anneau de la Lyre. La différence de taille, c'est justement la taille. Parce que M57, elle est toute petite mais brillante, alors que NGC 7293 est vaste et plutôt sombre. Alors pourtant, elle a une magnitude apparente visuelle globale plus forte, mais NGC 7293 voit la lumière émise de sa surface comme en quelque sorte étalée et donc atténuée
par son importante superficie, contrairement à M57. Alors cette nébuleuse a été découverte par Carl Ludwig Harding en 1824 et on lui donne le surnom de l'œil de Dieu parce qu'elle ressemble à première vue à s'y méprendre à un œil humain. Pour la repérer, eh bien, on va utiliser une étoile repère. Il s'agit de Fomalhaut, qui est une étoile facilement visible, très basse sur l'horizon sud, et un peu au-dessus, légèrement à droite de Fomalhaut, eh bien, il y a NGC 7293. Maintenant, bon, il vaut mieux se référer à une carte du ciel détaillée, là encore, pour la trouver plus facilement. Et Stellarium est un outil numérique, un logiciel qui est très intéressant pour cela. En ce qui concerne l'observation, eh bien, elle n'est pas visible à l'œil nu. Par contre, elle peut être observable aux jumelles, sans trop de difficultés. Elle est également observable aux instruments. Maintenant, si on observe avec un télescope ou une lunette, il va falloir utiliser un grossissement faible pour la détailler et la contraster au mieux possible, parce que là, les grossissements forts vont vraiment assombrir la nébuleuse dans le champ de l'oculaire. Sinon, un télescope de 300 ou 400 mm permettra peut-être d'apercevoir la naine blanche centrale à la nébuleuse, qui est de magnitude 13,5, donc vraiment pas évidente. Donc il faut aussi un bon ciel pour ça. Merci bien pour Mathieu de cela. Nous terminons maintenant cette émission. Alors, je crois que le mois prochain, Uranus passe à l'opposition, donc c'est un événement que nous détaillerons notamment parmi tant d'autres. Merci à tous de nous avoir suivis. Et nous vous donnons rendez-vous pour le mois prochain, donc pour de nouveaux éphémérides. Et sinon, bonnes observations à tous et à toutes.